Hey, on fait un petit... Charles va comprendre en arrière qu'est-ce que je viens de faire. Il aime ça, la petite claque. Pour démarrer les hostilités de notre segment Bonnie avec notre beau Simon et notre beau Pag. On se souvient de Cassandra Fortin qui pose une question sur mon joueur favori. Écoute, si on s'en souvient pas, on a la mémoire à court terme déficiente. Snake, dans ton groupe top 10 du joueur d'impact du Canadien, tu n'as pas nommé aucun attaquant défensif. Pourquoi Jake Evans ne pourrait-il pas être là, vu qu'il joue en désavantage numérique et qu'il apporte du leadership? Oui. Bonne question. Oui, c'est une bonne question, parce qu'il y a eu un gros engouement pour Jake Evans l'année passée, qui avait même eu une petite période où il marquait beaucoup, il faisait beaucoup de points, ce qui, d'après moi, était un petit peu une aberration. Le truc avec un gars comme Evans, c'est que des spécialistes de désavantages numériques, oui, c'est important, mais à peu près tous les clubs en ont un genre de Jake Evans, et ça demeure des gars quand même plus faciles à remplacer que, je ne sais pas moi, un Caulfield ou même un Bolduc, un Slavkovski. Donc, je peux pas... À un moment donné, il faut que je tire la ligne en quelque part. Puis moi, les joueurs de quatrième trio qui jouent sur des avantages numériques avec un potentiel offensif limité, je reconnais leur utilité, mais je peux pas les mettre dans les joueurs d'impact. C'est drôle parce que, tu sais, Michel Bergeron disait toujours ça aussi, puis j'ai fait sa biographie. Il dit n'importe qui peut jouer en désavantage numérique. Mais c'est pas n'importe qui peut jouer en avantage. Il exagérait un peu, mais il y avait un fond de vérité pareil. C'est sûr. Sylvestre Roy. Je commence à avoir une certaine crainte présentement. On commence à entendre dans les médias que le CH doit commencer à saisir l'occasion suite aux blessures de Barkov et Tkachuk, puisque la conférence de l'Est est ouverte. Ma crainte, que les gestionnaires du CH commencent à prendre des raccourcis dans notre reconstruction pour gagner maintenant, ou que ceux-ci s'impatientent si jamais le développement de notre noyau actuel prend plus de temps, comme l'organisation l'a tant fait dans les 25 dernières années. Moi, ma réponse. Est-ce qu'on a des indices depuis 2022 où les gestionnaires, justement, du Canadien prennent des raccourcis ou s'impatientent ou réagissent en fonction de ce qui se passe ailleurs? Non. Bon, voici, je vais compléter ta réponse, qui est très bonne. C'est sûr qu'à un moment donné, ça aurait pu arriver parce qu'il y a des équipes qui l'ont fait. On a vu des équipes dont les reconstructions étaient très bien parties, puis à un moment donné, Détroit, par exemple, c'était quand même bien parti, et à un moment donné, Steve Yzerman a signé un paquet d'agents libres de calibre douteux, je te dirais. En tout cas, le rapport qualité-prix des contrats n'était pas là. Alors, il y a une première fois à tout. Sauf que cet été aurait été justement l'été piège. Pourquoi? Le Canadien a fait les séries. Alors on a très, très bien pu arriver et dire « Ah, là, c'est le temps. On fait une offre à un tel. Ouais. Et oui, il y a eu des moves qui ont été faits. Oui. Mais Bolduc, il y a 22 ans. Dobson, il y a 25 ans. Ouais. Donc, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Ce sont des gestes qui ont été faits pour améliorer l'équipe à la fois à court et à long terme, sans jamais mettre en péril l'avenir. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais vous avez donné choix 16 et 17 pour Dobson. Oui, mais Dobson, il y a 25 ans, puis au choix 16 et 17, est-ce que tu vas avoir un joueur de son calibre? Écoute, tu as peut-être une chance sur deux d'avoir un bon régulier, puis le Canadien peut-être été chanceux, mais a quand même eu le joueur qu'il voulait en Zarovski, en deuxième ronde. Donc, non, moi, à date, j'ai pas d'indice, mais faites-vous-en pas. Quand ça va arriver, on va être les premiers à le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais pour le moment, on peut pas le dire parce que ça n'arrive pas. Nicolas Tessier. Il est encore trop tôt pour un top 10 du draft 2026, mais une opinion sur le Ethan Belchetz. Attends, recommence. Coupe-le pas. Coupe-le surtout pas, mais recommence. Il est encore trop tôt pour un top 10 du draft 2026, mais une opinion sur Ethan Belchetz, 6 pieds 5, 230 livres, 17 buts et 21 passes avec Windsor l'an passé. Bravo. Oui, j'avais parlé de Belchetz à peu près au mois de septembre l'année passée. Il avait commencé la saison à Lyon à 16 ans. Belchetz qui avait été un premier choix de la Ligue d'Ontario il y a 2 ans, qui est un solide espoir. La question avec Belchetz, c'est la question qu'on se pose tout le temps dans le cas des gros joueurs comme ça. On se les pose avec Porter Martone l'an dernier. Est-ce qu'un joueur qui domine dans le junior à 6 pieds 5 et 230 livres, c'est parce qu'il est grand et gros alors que les autres le sont moins, ou c'est parce qu'il est également talentueux et que son physique va être un atout dans la Ligue nationale?
Moi, je pense que Belchetz, son physique va être un atout dans la Ligue nationale et il ne domine pas dans le junior, ou en fait, dominer. Il ne produit pas dans le junior juste à cause de son physique. Alors, oui, il est tôt en ce moment, mais pour le moment, si j'avais il serait assurément dans mon top 10, peut-être dans mon top 5 à 7. Et puis, j'ai bien hâte de voir son évolution, puis ça va être un joueur probablement qui va être très convoité. J'ai-tu le droit? Oui. Je m'en apague, pas à toi. Oui, absolument. Oui, vas-y. J'espère que Belchess, ça sera pas un échec. Tu peux avoir le chest gonflé. Je peux-tu avoir un 5 sur 10 au moins? Oui, c'est tellement... Non, c'est... Hey, Je peux avoir le chest gonflé. Hey. 2. Hey, ça vient de partout. il est pire. Il est pire. il est pire que lui. OK. Continue, Pac. On va donner du contenu aux auditeurs plutôt que des blagues ridicules. Pour les abonnés, il faut que je fasse une coupe de jeux de mots pour nos abonnés aussi. Oui, des blagues ridicules pour des abonnés. Vas-y, Pac. Je vais me bomber le chest. Du contenu, Pac. Olivier Grondines. Grondines. Ouais. Snake mentionne que 5 équipes en reconstruction l'intéressent, soit Chicago, Utah, Anaheim, San Jose et Montréal. Qu'en est-il des équipes de l'Est? Son opinion des Red Wings, Ottawa, ainsi que Columbus, peut-être. Bon, Red Wings, j'en ai parlé souvent. Je crois que la reconstruction a été ratée. Le bateau a passé. Je pense que ça va être une bonne équipe. Peut-être certaines années, ils vont faire les séries. Certaines années, ils ne les feront pas. Mais à moins de gagner une loterie ou d'un revirement extraordinaire, je pense que les Red Wings sont confinés probablement au milieu de peloton. Ottawa, c'était très, très bien parti pour devenir une puissance. Mais à un moment donné, on dirait qu'on a arrêté d'ajouter des bons jeunes joueurs. Et là, ils sont tous arrivés. C'est pas Tyler Boucher qui va défoncer les portes. Donc, là, on repêche un peu plus loin. Il y a Yakemchuk qui s'en vient. Bon, y a-tu nommé Ottawa? Oui. OK. Moi, je pense qu'Ottawa va être une meilleure équipe que les Red Wings. Je crois qu'Ottawa va faire les séries régulièrement. Je crois même qu'à un moment donné, il pourra faire un carré d'as. Mais je serais surpris que ça dépasse ça parce qu'ils n'auront pas assez de joueurs d'impact comme ce qu'on dit tout le temps, les 10 joueurs vraiment que ça prend pour gagner une coupe. Mais il y a nommé Excusez. Il a nommé Columbus. Ouais. Oui, il a nommé Columbus. Je comprends pourquoi il a nommé Columbus. Beaucoup de jeunes joueurs intéressants à Columbus. La question est de savoir comment un gars comme Ketil Lindstrom va se développer. Est-ce que Don Waddell va bien gérer ça? Don Waddell, on a vu un peu le meilleur et le pire de ce gars-là au fil des années à Atlanta, en Caroline. Alors, j'ai plus ou moins confiance, mais encore là, je vois une équipe peut-être qui pourrait faire les séries. Et c'est quand même une équipe qui n'est pas inintéressante à regarder jouer, mais je ne peux pas la mettre au niveau des 5 autres. Par contre, les 5 autres qui m'intéressent, est-ce que les 5 vont être des succès monstres? Pas nécessairement. Mais moi, je disais simplement que c'était des équipes dont la progression me passionnait davantage. Voilà. Lou J. Le Snake est souvent réticent face aux joueurs qui produisent peu dans le junior, mais qui se démarquent dans les tournois internationaux. Dans le cas de Slavkovski, c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait une production de moyenne à faible dans la Liga et il a été repêché au premier rang, surtout grâce à son explosion aux Jeux olympiques de 2022. Est-ce que ça fait en sorte que le Snake demeure encore aujourd'hui méfiant à son égard? Mais c'est pas les rangs juniors, ça, c'est la Liga, justement. Oui, c'est la Liga, mais ouais. Je comprends l'idée de la question de Lou. Moi, Slavkovski, ce qui me rend méfiant en ce moment, c'est pas le fait qu'il a cartonné aux Olympiques ou pas. C'est le fait qu'il y a quand même 3 saisons derrière la cravate dans la Ligue nationale. Et pour un gars qui a été choisi premier, même dans une année où... plus faible, c'était pas une année Connor McDavid. Il reste quand même que j'aimerais ça en voir un peu plus de sa part offensivement. J'aimerais ça qu'il développe certains aspects de son jeu parce qu'il y a des soirs tu le regardes et tu dis « Wow, belle partie de Slavkovski » puis le lendemain « Ah, Slavkovski n'a pas été très bon. » Alors, il sert de son physique, oui. Est-ce que c'est un gars qui fabrique beaucoup de jeux? Non. Ma réticence à Slavkovski est due au fait de ce que j'ai vu à date dans la Ligue nationale après 3 saisons. C'est pas dû au fait qu'en Liga, il ne produisait pas parce qu'il était très, très difficile à juger en Liga. Il ne jouait pas beaucoup. Puis c'est un style de jeu complètement différent. Mais tu lui donnes une 60aine de points. Puis oui, mais parce qu'il joue sur tous les powerplays puis il joue avec sur le premier trio. Puis c'est le gars en série. Tu vas être content de... Je vais aller faire assurer ma voix. Tu vas être content de l'avoir en série. Regarde, tout ça reste à voir. C'est ça que je te dis. Tout ça reste à voir.
Mais il était bon l'année passée en série, j'ai trouvé. Oui. Mais il ne faut pas oublier, même si c'est une année moins forte, c'est demeure quand même un premier choix total. Ouais. Est-ce qu'un gars comme Logan Cooley va se développer, surtout avec Utah, qui est une bonne équipe? Est-ce qu'éventuellement, Logan Cooley va avoir un plus gros impact que Slavkovski? Peut-être que oui, peut-être que non. Je fais juste dire que là, d'ici 2-3 ans, il va falloir commencer à penser à rendre un verdict et pas simplement tout le temps dire « il y a juste 20 ans, Oui, il y a juste 21 ans », comme toi, tu as fait avec Kotkaniemi pendant des années. Ben, jusqu'à 21 ans. C'est un ingrédient quand même intéressant. C'est un ingrédient qui peut être intéressant, mais c'est un gars qui a été choisi premier. Je Ouais, reviens là-dessus. Une année faible. Oui, écoute, on refera le bilan de ça. Si jamais, à un moment donné, dans quelques années, au repêchage, Slavkovski sort 12, bien là, on dirait, ouais, OK. Mais s'il sort 4, là, je serais d'accord Ouais, il va avec toi. sortir 4. Mais je suis plus Bon, tu comprends ce que je veux dire? Je suis plus en position d'argumenter avec toi, là. Bon, ben parfait. On va me prendre d'autres gingembre. Parfait, fait que laisse-moi parler. Parfait. Will Bellan. Pensez-vous que Mike Matheson va finir sa saison à Montréal? À quoi nous sert-il? Ben, à quoi il sert? C'est que c'est un bon défenseur de la Ligue nationale. 25 minutes. Oui, là, c'est sûr. Là, il va jouer peut-être un petit peu moins parce que le Canadien s'est amélioré en défense. Alors, il va occuper une chaise peut-être qui est plus appropriée pour lui. Est-ce qu'il va finir la saison à Montréal? Regarde, je ne sais pas. Ça va dépendre de la tournure des événements. Si le Canadien est en série, on va le garder. On va peut-être même le signer durant la saison. Je ne le sais pas encore. Mais si le Canadien est à 10 points des séries au mois de mars et que Madison, on a une bonne offre, est-ce que tu penses, Mathias, qu'on pourrait le laisser aller? Pas s'ils sont en série. On sous-estime son importance. Non, mais s'ils sont, mettons, 10 points en arrière au mois de mars. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ça pour pas le perdre pour rien. Tu sais. Ouais. Puis quitte à ce qu'ils reviennent si jamais ils veulent le revoir. Ça, c'est rare que ça arrive, mais c'est quand même une possibilité. On a déjà vu. Un gars de Montréal en Ouais. plus, là. Oui. Matt Chiasson. Que pensez-vous d'Owen Protz, futur 6e ou 7e défenseur dans la Ligue nationale où son avenir est en AHL? Bon, un peu comme Tyler Thorpe, comme on parlait dans l'épisode tout à l'heure, ce sont des gars, en général, qui sont très, très difficiles à évaluer parce que ce sont des gros joueurs robustes avec des talents offensifs limités. Et là, il s'agit de savoir, rendu dans la LNH, quelle est leur utilité et est-ce qu'ils sont capables de faire un minimum sur la glace pour rester dans la Ligue nationale. Alors là, à ce moment-là, moi, je verrais plus un joueur de la Ligue américaine, mais puis s'il joue dans la Ligue nationale, vraiment probablement un 7e défenseur spécialiste de la robustesse. Mais la route est encore très, très longue pour des gars comme ça. Au tournoi des recrues, j'ai trouvé qu'il frappait. C'était impressionnant. Ouais. C'était peut-être son seul atout. Il y a des failles partout. Voilà. Alors, tu arrives en série à un moment donné, là, même si tu es contre le 4e trio de l'autre équipe, as-tu le goût de l'avoir contre le 4e trio des Panthers, toi? Puis qui va se faire contourner comme un con orange? Bon. Le Gab Gassien. Qui est l'espoir obscur du CH? Bon, c'est sûr que je pourrais répondre peut-être à un gars comme Bryce. Je pourrais répondre à un gars comme Bryce Pickford. Oui. Qui a été choisi en 3e ronde. Oui. Puis, un joueur de 19 ans. Mais Bryce Pickford, quand même, a attiré l'attention à la Coupe Mémoriale, dans les séries l'an passé. Pas tant. Pas tant? Non. Le grand public à Montréal ne sait pas qui il est. Ben moi, je te dirais... Ben, à ce moment, je te dirais lui. Sinon, c'est le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, Logan Sawyer, qui est vraiment totalement inconnu à Providence. Pickford, on n'en a pas parlé. En plus, il n'était pas au camp, il était blessé. Bon, ben écoute, ça se fait entre Pickford et Sawyer, 2 joueurs de 19 ans. Un qui joue dans la Ligue de l'Ouest et un qui joue dans les collèges américains, dans le cas de Sawyer. Je ne sais pas quand est-ce que... Moi, je pense que Pickford va être à Laval l'an prochain. Ça, c'est pas mal sûr. C'est un joueur junior. Sawyer, est-ce qu'il va peut-être faire une autre année avant de signer? C'est possible. Mais dans les deux cas, c'est des gars qui pourraient mêler les cartes pour obtenir un poste de soutien à Montréal, éventuellement. 2 choix de 3e ronde en passant. Et puis, rendu en 3e ronde, les chances sont minces d'obtenir un joueur de la LNH, mais il y a encore des gars disponibles. Puis je pense que ça a été 2 bons d'or à lancer. On parle de d'or, là. Ça, c'est des bons d'or. Mooney, es-tu trop obscur? Trop mainstream? Il est trop mainstream. Okay. Il a été trop éblouissant au camp de développement. Et là, il y a bien des gens qui se disent on va surveiller Mooney cette année. Tandis que Logan Sawyer, en entends-tu parler, toi, avec tes chums? Non. Ben voilà. Simon Tremblay. Salut les gars. J'aimerais que vous me parliez de Arseny Gritiuk des Devils. A-t-il une chance d'avoir un impact significatif au New Jersey? Ah, les fameux Russes de la KHL, qui arrivent un petit peu plus sur le tard.
On cherche le Panarin. On peut avoir aussi un Vadim Shpachev ou un Nikita Gusev. Regarde, Gritsuk... C'est du 1 sur 10. Hein? Ouais. Pour un Panarin, il y a 9 échecs. Oui, je pense pas que Gritsuk soit un Panarin. Cependant, ce que j'aime de Gritsuk, c'est qu'il y a quand même des qualités qui peuvent se transposer dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est hargneux, c'est un joueur qui a un bon coup de patin, mais surtout, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic, en plus d'être talentueux offensivement. Alors, il y a une chance d'avoir un impact. Je ne sais pas s'il va être significatif, l'impact, mais je pense qu'il y a une chance d'avoir un impact. Mais les gars de la KHL, dites-vous que c'est vraiment, vraiment un coup de dé quand ces gars-là arrivent. Et là, je ne parle pas de gars comme Zadorov qui ont 18 ans. Je parle de gars qui arrivent à 23, 24 ans, comme à l'époque Panarin, lui qui arrive un peu plus tard. Et puis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés puis qui sont partis assez rapidement. La liste est longue. À un moment donné, on pourrait faire un bloc là-dessus, dépendant comment Gritsuk se débrouille. Mais je lui dirais que oui, il y a une chance. Sébastien Houd, j'aimerais que vous nous dressiez une liste des aptitudes ou des lacunes d'un joueur junior qui ne se transpose pas au niveau supérieur et qui constituent des signaux d'alerte lors de l'évaluation. Par exemple, Matt Dumba, qui au junior attendait les joueurs à la ligne bleue comme un tank en avantage, un avantage qui a disparu dans la Ligue nationale. Sébastien, Matt Dumba, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je l'aurais probablement cité en exemple. C'est un gars qui avait justement ébloui tout le monde pour ça. Écoute, c'était un mur de ciment à la ligne bleue. Et moi, je me disais, dans la LNH, il ne fera pas ça à Ovechkin. Il a été très bon avant de se blesser. Puis il s'est blessé dans un combat, déchiré les muscles pectoraux. C'était un bon défenseur avant ça. C'était un bon défenseur. Mais je comprends que la question de Sébastien, que Matt Dumba n'est pas devenu, même avant sa blessure, il n'était pas le tank qu'on voyait au championnat des moins de 18 ans. Je voulais plus parler, mais je pense que Gilbert Brûlé est un meilleur exemple. Oui, mais c'est là. On va regarder les avantages. L'avantage du physique, on l'a mentionné pour Porter Martone, Ethan Belchess. On se pose toujours la question si un gars qui est très, très fort physiquement dans le junior, ça peut se poursuivre dans la Ligue nationale. Dans une certaine mesure, oui. Tom Wilson, ça le fait. Mais en général, tu fais 6 pieds 4, 212, tu frappes fort. Mais dans la Ligue nationale, il y a également un Slavkovski qui fait 6 pieds 3, 225 qui va arriver devant toi. Donc, cet avantage-là peut disparaître. Une autre aptitude qui ne se transpose pas, les joueurs de périphérie. Un joueur junior peut faire des points en masse en jouant le long des bandes, en rentrant discrètement en zone adverse, en se mettant jamais le nez dans l'enclave, dans la Ligue nationale. Si tu n'es pas capable de foncer au filet, tu es fini. C'est pour ça qu'un gars comme Brendan Gallagher, qu'est-ce qui l'a aidé, malgré le fait qu'il y avait plein de choses qui jouaient en sa défaveur pour devenir un bon joueur de la LNH, c'est que le gars avait pas peur. Il fonçait au filet. Et ça, pour moi, c'est un autre signal. La dernière chose, je dirais, pas qu'il ne se transpose pas, mais quand tu vois un gars là, qui va traverser la patinoire 100 fois par match dans le junior, dis-toi que dans la Ligue nationale, il ne pourra pas le faire. La question est de savoir, c'est, oui, McDavid le faisait et il a continué à le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu dises à quelle vitesse le gars fait tout ça. Tu sais, est-ce qu'il fait un grand détour pour contourner les joueurs ou est-ce qu'il fait comme McDavid avec des gestes extrêmement rapides pour contourner le joueur avec qui il est? Alors ça, c'est à observer. Fait qu'il faut faire attention quand on voit des joueurs traverser la glace de bout en bout. Il y en a bien qui l'ont fait, puis arriver plus tard dans la LNH, ils n'ont même pas passé proche de faire ça. Puis, question complément, c'est-tu la même chose, mettons, entre le junior 3A puis la Q, par exemple? Les aptitudes, est-ce qu'ils se transposent de la même façon? Ben, je te dirais que oui. À chaque fois que tu montes de niveau, c'est toujours un peu ça. Par contre, le junior 3A, tu demeures quand même avec des joueurs dans le même groupe d'âge qui ont à peu près le même développement physique. Donc, je te dirais que c'est plus quand la marche entre le junior et la Ligue nationale où tu vois cette différence-là. Mais, encore là, il y a la vitesse d'exécution. Oui, il y a des joueurs junior 3A, on les rappelle dans le junior majeur, et ils sont très discrets. Alors, ça serait, je te dirais, la vitesse d'exécution, la différence entre les deux. Comme entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ben oui. Ouais. Simon Lerat, qui est de retour.
Snake a souvent fait part de sa réticence de repêcher des défenseurs à caractère défensif en début de première ronde. Exemple, Hensler ou Silayev. Est-ce que David Reinbacher correspond à ce profil de défenseur et conséquemment, il aurait été choisi beaucoup trop tôt selon le Snake? Non, parce que je considère que Reinbacher avait un talent offensif alors que Silayev, c'était complètement nul et Logan Hensler pratiquement aussi. David Reinbacher, il rentrait dans la catégorie, d'après moi, des hybrides. C'est-à-dire le gars qui est un bon défenseur défensif, mais qui peut également contribuer offensivement, sans être nécessairement une grande vedette offensive. Alors, non, Martin, ça dépend des années. Peut-être quand on va refaire le repêchage 2023, que Reinbacher sera peut-être pas au numéro 5, mais pour moi, tu ne peux pas comparer à Reinbacher, mettons, à 17-18 ans, avec Hensler et Silayev, qui, eux, on le sait. On le sait qu'en arrivant dans la Ligue nationale, Silayev, c'est un gars qu'on met à la défense. On peut le mettre peut-être à New Jersey avec un Luke Hughes qui transporte la rondelle et on lui dit, toi, tu restes en arrière, puis à la fin de l'année, il fait un but, ça passe. Un peu comme Nemetz, qui est Ouais. hybride. Oui, c'est ça. Sébastien Lavoie. Dire que l'effet de Crosby perdurerait dans le temps, est-ce que l'effet de Shea Weber et Carey Price a duré longtemps en 2021 et 2022? Merci Sébastien. Merci Sébastien. On en a parlé, Mathias et moi, la semaine passée. Mathias qui pense que si Sidney Crosby s'en vient à Montréal, que des gars comme Demidov, pendant 10 ans, vont se coucher le soir en pensant aux enseignements de Sidney. OK? Non. OK? Alors, c'est vrai, l'effet Weber-Price, il vient d'arriver de ça. Et oui, ça peut être utile, un gars comme Crosby, il peut enseigner des les choses. jeunes premiers Oui, mais à un moment donné, Mathias, il faut que tu dises à la une chose. défense? Là, Oui. c'était qui les jeunes premiers? Oui, mais il faut que tu Puis dises... Price, c'est un gardien. Oui, Arrête. mais là, il faut que tu dises une chose à un moment donné, Mathias. Un gars de 20 ans, là, par rapport à un gars de 38, là, tu sais, est-ce qu'il va tout boire ce que le gars de 38 dit? Moi, quand j'avais 20 ans, quelqu'un de 38 ans qui me parlait, là, ça me passait 100 pieds par-dessus la tête. On parle de Crosby. Je le sais. C'est Mais sûr je pense, qu'il écoute je pas. pense que tu surévalues. Tu sais, à un moment donné, tu as les aptitudes que tu as. Les gestionnaires pensent la même chose. Le temps qui est là, oui. Mais 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, Ah, le jeune va continuer à... Ça va l'aider à grandir pour les prochaines années. écoute, tant mieux pour toi si tu crois à ça. Ouais. Moi j'y crois pas. Bon, next. Paul Bernier. Je vois un comparable entre Dak et Dylan Strome. Ce dernier a éclos à 25 ans et a fait un point par match dans un environnement favorable. Deux joueurs qui, selon Simon, traînent leur piano avec un style de jeu similaire. Ben, salutations à Paul, un ancien comparse du blog de Mathias. Paul, je pense que je vois ce que tu essaies de faire là, entre Doc et Strome. Mais la grosse différence entre les deux, c'est que Dylan Strome, dans le junior, il a produit. Comprends-tu? Il a produit, ce gars-là. Alors que Doc, il produisait pas tant que ça. Fait que c'est ça, moi, un petit peu qui fait en sorte que je trouve que ta comparaison est boiteuse. Et je ne pense pas que Doc arrive à un moment donné, que ce soit avec le Canadien ou ailleurs, et connaisse le genre de saison que Dylan Strome a eu. Oui. Doc, c'est les blessures aussi. Alors ça, c'est évident. Mais et Strome n'a pas eu à subir ça. Mais il en demeure pas moins que Strome a quand même fait plus ses preuves plus jeune, qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait arriver à un moment donné. Doc, il n'a rien prouvé à date. Et pour terminer là-dessus, Dylan Strome, la carrière n'est pas finie. Est-ce que Strome va continuer sur cette lancée-là? C'est pas certain. Il a été pas mal en dents de scie depuis le début. Alors, je suis pas sûr du cas je suis pas sûr avant de canoniser Strome. OK. Émile Larivière. Reinbacher est encore blessé. Peut-on commencer à dire qu'il est le nouveau Nolan Patrick? Regarde, c'est une malchance, la dernière blessure qu'il y a eu. Ça peut arriver à n'importe qui. Celle d'avant aussi. Bon, c'est sûr que là, si ça commence à être constant, là, oui, on pourrait dire que c'est Nolan Patrick. Nolan Patrick était tout le temps blessé. C'était des mots de Puis moi, chronique. oui, je le sais. Mais à un moment donné, Mathias, c'est qu'il faut arrêter d'excuser. Puis tu as toujours dit, lui, il est blessé, lui, il est blessé. Suzuki, il n'est jamais blessé. Mais il était encore dans tes espoirs, Reinbacher. Oui, il est encore dans mes espoirs. Alors, je ne commence pas à dire qu'il est le nouveau Nolan Patrick, mais à un moment donné, moi, j'ai peut-être la laisse plus courte. Ah non, c'est sûr. Pour un gars C'est sûr. pour un gars comme ça, à un moment donné, moi, c'est sûr que Nolan Patrick, là, je me suis dit, OK, assez, c'est assez. Parce que je prends toujours en exemple qu'il y a des gars qui ne sont jamais blessés.
Alors, je sais qu'il y a des malchances, il y a ci, il y a ça. Mais pourquoi, à un moment donné, tu remarques dans les sports, ça peut être au baseball, le football, pourquoi des fois, c'est tout le temps les mêmes qui sont tout le temps blessés? J'imagine À un moment donné, ça. ça doit rentrer dans l'évaluation d'un joueur, parce que quand tu es pour donner un contrat ou faire une transaction pour aller chercher un joueur, il faut que le gars, il soit dans ton équipe. Tu sais, quand même que moi, j'achète un beau luminaire. S'il n'est pas capable d'éclairer, si les lampes brûlent tout le temps, qu'est-ce que ça me donne? Je comprends. Ça doit être comme une seconde nature. Mettons, Lane Hudson qui n'est pas capable de se faire frapper parce qu'il a évolué avec le fait d'éviter les plaqués. Les gars aussi doivent se placer dans des positions avantageuses ou pas pour se faire blesser ou non. Mais le dernier linebacker, là, c'est un tir. Là. Ben, Oui, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on n'est il pas aurait rendu pu mieux là. se placer. On n'est pas rendu là, mais je comprends le commentaire d'Émile qu'à un moment donné, tu sais, Kirby Doc, là, ça mais je commence. suis d'accord, je suis Kirby d'accord. Doc, ça commence à être pas mal. Je suis d'accord. Ouais. Kirby Doc, je pense qu'il peut commencer à rentrer dans le Nolan Patrick. Là. Dans le toujours blessé. Ben, là, ça va être là. Ouais. Matt Cardinal. Quel centre des Ducks est susceptible d'être échangé à moyen terme? Aucun. Mais non, on dit que Gris a été changé. C'est Ouais, fini. c'est fait. Écoute, il y a Carlson, il y a McTavish, il y a Roger McQueen qui s'en vient. Je crois qu'éventuellement, cependant, un de ceux-là pourrait se retrouver à l'aile si on ne veut pas en faire un troisième centre. Mais tu sais comment ça peut évoluer. Peut-être qu'un des trois, à un moment donné, il n'est pas si bon que ça. Fait qu'à un moment donné, tu peux te retrouver avec Carlson et McQueen sur le top 6 et McTavish troisième centre. Ou carrément, à un moment donné, on pourrait déplacer un des trois qui est peut-être moins efficace au centre et le mettre à l'aile. Alors, pour le moment, d'après moi, personne n'est changé. Il y a même Gauthier qui a joué au centre à un moment donné. Même Gauthier, mais il n'y a pas d'affaire là. Non. Ouais. Alors, je m'excuse pour d'avoir charcuté le prochain nom. GRMI Gilbert. Dans quelle mesure un joueur étoile peut-il élever un club vers la Coupe Stanley? Ben, je pense que ça peut être très important, mais ça lui prend un personnel de soutien très solide. Connor McDavid, c'est le... Oui. Et un gardien. Oui, ben, ça inclut dans le... C'est ça. Alors, le joueur étoile, oui. Tu sais, si tu prends, je ne sais pas, moi, une équipe, exemple, les Hurricanes de la Caroline. OK, les Hurricanes de la Caroline sont une solide équipe, mais ils ne sont pas rendus là. Tu rajoutes peut-être, exemple, là, un Draisaitl en Caroline ou un Makar en Caroline. Ça pourrait vraiment les faire passer. Mais... on regarde à Edmonton, ils ont McDavid, Draisaitl. Oui, ils sont arrivés proches. Ils ont 2 matchs numéro 7 en finale. Mais tu vois que le personnel de soutien est extrêmement fragile. Alors, ça prouve d'une certaine façon que, oui, le joueur étoile les élève. Parce que à Edmonton, tu enlèves Connor McDavid, puis même en laissant Draisaitl, pas ceux qui font les séries. Patrick Poirier. En faisant mes recherches pour mon pool keeper, j'ai été frappé par le nombre et la qualité des espoirs des Capitals. Cole Hudson, Ryan Leonard, Ilya Protas, Patrick Thomas, Andrew Crystal, Tériq Parasak. Selon vous, est-ce que les Caps sont la banque d'espoir la plus sous-estimée de la Ligue? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je te dirais, je suis un petit peu entre les deux là-dessus. Et puis, je vais rapidement parler des noms là, dont il a parlé. Pour moi, Cole Hudson, future grande vedette de la Ligue nationale. Je l'avais classé 14e à son repêchage. J'ai choisi 43. Et je pense que quand on va refaire le repêchage 2024, il va être top 5. Mon opinion. Ryan Leonard, j'en ai parlé. Probablement un joueur très utile, très hargneux, un fatigant, mais pas nécessairement un gars qui va produire énormément. Protas, c'est ce qui pourrait être comme son frère. Si c'est possible, ben, on n'a pas la réponse encore. C'est difficile à dire. Patrick Thomas, non. C'est un gars qui l'an passé a eu une saison de 100 points, mais à 20 ans. Alors, d'après moi, c'est plus un joueur de la Ligue américaine. Crystal, j'en ai parlé également. Joueur en bas de 6 pieds qui n'a pas un gros coup de patin. Encore là, je vois plus un joueur de la Ligue américaine de ce côté-là. Tériq Parasak, je ne le déteste pas. Je pense qu'éventuellement, il pourrait se retrouver au milieu de l'alignement. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une banque d'espoir sous-estimée. Je pense qu'il y a des bons joueurs. Je pense qu'ils ont bien repêché au fil des ans, mais ils ne seront pas tous des vedettes, mais suffisamment pour garder les Caps hors de l'eau dans leur vie post-Ovechkin. Jean-Christophe Jalbert. Je vous ramène à votre tout premier épisode. Le Snake propose Lane Hudson contre le 8e choix de 2024. Ce choix s'est avéré être Berkeley Catton. Snake, es-tu toujours confiant avec ton échange ou est-il trop tôt pour juger? Bien, il est trop tôt pour juger, selon moi.
Parce que Berkeley Catton, quand même, c'est un gars qui a un énorme potentiel offensif. On va voir à Seattle comment on va l'utiliser. On a plusieurs joueurs de centre. On a Beniers, on a Shane Wright, on a repêché Jake O'Brien. Mais je pense que Catton a le potentiel de devenir un premier centre qui pourrait faire énormément de points. Alors, on compare peut-être des pommes avec des oranges, dans le sens qu'un défenseur offensif, un centre offensif, mais les deux sont quand même de petite taille. La question est de savoir qui va être le plus utile aux deux et qui serait le plus utile aux deux en série. Mais Seattle, les séries, on est vraiment, mais vraiment pas rendu là. Puisqu'on parle de Seattle, Oui. 5 choix de deuxième tour avant ça. En effet, Mathias, je n'avais pas pensé à ça. Oui. 5 choix. On l'a laissé passer 5 fois au deuxième tour. C'est quand même fascinant. Oui. Pour un gars qui, à l'époque du USNTDP, et ça, je suis retourné voir des matchs du USNTDP de l'époque l'année passée, puis ça valait quand même un choix de Mais deuxième. il paraît que les Dards se sont pas rendus à Seattle. Non, parce que ça valait un choix de deuxième. Ils ont coulé. Bon, toi, tu le voyais fin première, correct. Moi, je le voyais deuxième. C'est un gars peut-être que j'aurais choisi à peu près 40e. Alors, Seattle, peut-être, quand t'en as 5, là, prendre un petit joueur, ben, c'est pas grave. Ils en ont lancé d'autres d'or. D'ailleurs, Seattle, à un moment donné, on va faire leur procès. Stephen Ragisson. Dans l'Est, à moyen terme, ne voyez-vous pas les Devils avec Hughes et Richard à l'avant et Hughes, Nemec et Casey en défense? Oui, je trouve que les Devils, bien qu'ils aient des joueurs extrêmement intéressants, j'ai l'impression que c'est un peu comme Ottawa, dans le sens qu'ils vont pouvoir atteindre un certain niveau à un moment donné, peut-être le niveau du Corridors, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Casey, là, Oui, Casey, on verra. Nemetz, on verra. regarde, Nemetz, là, bon, ben là, il a été repêché la même année de Slavkovski. Fait que là, on va faire... excuse, pas la même année que Slavkovski. Oui, deuxième. Oui, deuxième. Alors, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Alors, on est patient avec Slavkovski, on est patient avec Nemeth. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. J'ai dit on verra. On verra, mais dans ton on verra, on sent que tu l'aimes pas trop, Nemeth, puis tu es prêt à tirer mais la Slav plug, est dans- puis à déboucher le bain, puis à laisser couler l'eau, puis ouais. Slav fait dans la Ligue nationale, puis Nemeth, il y a de la misère à percer encore. Je sais tout ça. Tu le Mais sais. regarde, Nemeth, j'ai mes réserves. Je l'aimais plus à son année de repêchage que je l'aime en ce moment. C'est juste que moi, je suis plus objectif J'ai dit que Mathias J'ai ici, dit on verra. qui s'est fait une idée sur un joueur. Là. On Puis verra. là, On peut pas se défendre. il ne faut pas la changer son idée. Puis surtout si c'est un joueur qui va peut-être à l'encontre de ce que le Canadien a choisi puis qui pourrait être meilleur que le choix du Canadien. Là, dans ce temps-là, Mathias, il barre ça. là. Il en profite parce que j'ai les cordes vocales Exactement, d'Axel j'en Rose. profite. D'Axel Rose. J'en profite. Tu sais, je suis comme le gars qui tu sais, le gars dans la cour d'école, là, qui est pas grand, qui est pas fort, puis à un moment donné, le gros bully, lui, on le tient avec les quatre gars qui le retiennent, puis dans la salle, il est là, puis il l'engueule, puis il fait des grimaces, puis il crache dans la face. Alors, j'en profite. Maudit Chihuahua. Bon, fait que c'est ça, j'en profite. Mais c'est ça, les Devils... Ça finit bientôt, là. Oui, écoute, en tout sérieux, les Devils, je mets un petit peu ça dans les catégories des Sénateurs. Très bonne équipe, mais je pense pas qu'ils se rendent jusqu'au bout. Mais ça demeure quand même une équipe, moi, que j'aime bien regarder jouer. Je pensais jamais dire ça parce que les Devils ont été plates pendant 40 ans. Félix BP. Sachant que Michael Age n'arrivera pas dans la LNH avant 2 ans et qu'il faudra encore quelques années pour atteindre son plein potentiel, ne serait-ce pas plus logique pour le Canadien de l'échanger contre un centre de deuxième trio qui serait prêt à contribuer maintenant et qui vieillirait en même temps que Suzuki et Caulfield? Regarde, si on m'avait offert Dylan Cousins pour Michael Age, je l'aurais fait. Parce que Dylan Cousins est une quantité connue. Et c'est vrai qu'il est dans le même groupe d'âge que Suzuki et Caulfield. Oui. Mais pour le moment, plus les années avancent, plus Age se développe, ben moins on va avoir des certitudes. Puis peut-être que justement, on est mieux de le garder. Mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on offre. Tu sais, est-ce qu'une équipe va offrir un deuxième centre pour un plus jeune? Regarde, ça peut se faire, mais c'est rare que les équipes le font. Buffalo a demandé un vétéran en retour de Cousins. Puis on l'a vécu un peu aussi avec Doc aussi, avec le 13e show. On ne sait pas ce qu'on aurait eu. Mais... Voilà. Golem. En date d'aujourd'hui, qui le Snake prendrait? Ryan Leonard ou Reinbacher? Définitivement, Leonard et Reinbacher sont populaires aujourd'hui dans le podcast. Je sais, il y a des facteurs blessures qui peuvent entrer en ligne de compte, mais Ryan Leonard, avec son style de jeu, pourrait également être blessé. Alors moi, en date d'aujourd'hui, en raison du fait que je vois un faible potentiel offensif chez Leonard, je prends encore David Reinbacher avant lui.
Francis Larouche. Snake est toujours aussi rapide à porter des jugements définitifs. Lacombe est Voilà. C'est Mathias, qui Voilà. fait le jugement définitif. Lacombe a dépassé Mintyukov la saison dernière, mais il a 2 ans de plus. Une seule bonne saison au même âge et il ne jouait même pas encore dans la Ligue nationale. Oui, on a parlé tout à l'heure justement des défenseurs des Ducks, mais je vais aller sur Lacombe. Regarde, c'est pas vraiment un jugement définitif que j'ai porté. J'ai dit que Lacombe, la semaine passée, j'ai dit que c'est lui qui s'était établi comme défenseur numéro 1 des Ducks, devant Mintyukov. Est-ce que je suis d'accord à la lumière de ce que j'ai vu dans les 2 dernières années? Oui. Est-ce que ça pourrait changer? Peut-être. Est-ce que j'ai lancé la serviette avec Mintyukov? Pas nécessairement, mais je suis moins emballé l'année passée. J'étais moins emballé l'année passée de ce que j'ai vu de Mintyukov, de ce que j'avais vu à ses débuts. Mais on a vu là, qu'à Anaheim, ça change vite. Lacombe, il était peut-être 4e, 5e dans la hiérarchie. Il est rendu premier. Zellweger a descendu. Mintyukov a descendu. Là, il y a Tristan Luneau qui s'en vient. Alors, oui, c'est vrai que parfois, je suis rapide à porter du jugement définitif, mais des fois, pas tant que ça. Là, je veux dire, j'attends de voir comment les situations vont évoluer. Pag, la dernière question, je l'ai trouvé comique. Je l'ai trouvé drôle. On va s'amuser avec ça. Vas-y. Oui, c'est une grosse question. Ah oui. C'est dommage que vraiment Mathias n'avait pas de voix. Au pire, on refait ça par intelligence artificielle. On traduit. En tout cas. Yannick Caron. Question pour appuyer sur les boutons du Snake. Pouvez-vous classer ces scénarios improbables en ordre de probabilité? Premier scénario. Trevor Connolly ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Deuxième scénario. Atos Koivu aura une meilleure carrière que Michael Hage. Troisième. Le CH va amèrement regretter l'échange de Logan Mailloux. Quatrième. Une autre recrue des Canadiens aura plus de votes au trophée Calder que Demidov. 5. Slavkovski ne sera pas top 20 dans un repêchage à la fin de sa carrière. OK. Alors, on classe les probabilités. Tu veux commencer par le plus probable ou le moins probable? Je dirais le moins probable. Le moins probable que ça se réalise. Mathias, tu veux que je te regarde. répète? Moi, je mettrais le plus probable, c'est qu'il y a un autre que Demidov. À cause des blessures. Ben, qu'une autre recrue aussi. Non, du Canadien. Ah, du Canadien. Oui. Ah, ouais, c'est toutes des improbables d'abord. Oui, c'est toutes des improbables, mais lesquels qui sont le plus... lequel... Regarde, Connolly. moi, je te dirais le plus improbable, c'est qu'Atos Koivu aura une meilleure carrière que Michael Hage. Le plus improbable. Le deuxième plus improbable, Trevor Connolly ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Le troisième plus improbable, c'est l'histoire de Demidov. Et je vais te dire pourquoi. Pour une seule raison. Qu'est-ce qui arrive si Demidov se pète le genou le premier jour de l'année? Mais il n'y a personne pour remporter le Calder chez le Canadien. Non, mais plus de votes. Mais Alors, c'est impossible que Slavkovski ne sera pas dans un top 20 parce que quand tu regardes les repêchages, le 20e, ben, là, c'est pour ça les que gars de c'est le quatrième trio. plus improbable. Ouais. Bon. Le quatrième plus improbable, c'est le Canadien va regretter l'échange de Mailloux. Moi, je pense qu'ils ne le regretteront pas, mais on ne sait jamais. Ouais. Et Slavkovski ne sera pas dans le top 20. Ça, je pense que c'est vraiment une situation qui est très improbable. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Encore là, Prenez des notes à la maison. tout peut arriver. C'est le fun, ces questions. Tout peut arriver. J'ai trouvé très drôle. Ouais. N'hésitez pas, là, c'est bon, Ouais. ça. Ben, c'est tout. Simon, Oui. ferme donc l'émission aujourd'hui, là. Ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remplace la voix de Mathias. Et puis, la semaine prochaine, on revient. C'est le début de la saison. Parle à la caméra. C'est le début de la saison, la semaine prochaine, de la Ligue nationale. Et puis, on va certainement parler beaucoup là, des joueurs qui ont été retranchés chez le Canadien et ailleurs, des alignements de début de saison. Et puis, peut-être même des petites prédictions sur qu'est-ce qu'on pense de ce que le Canadien va faire et des autres équipes. On ne l'a pas fait encore. Peut-être faire un tour d'horizon de chaque division de la Ligue nationale. Merci à tous. Non, mais dis merci à Oui, Pag, merci beaucoup Merci, pour les gars. ton travail. On s'est bien entendu cette semaine. Oui, c'est vrai. Hey, je suis pas habitué d'être l'animateur, là. Bon, pardonnez-moi un peu. Alors, non, on s'est bien entendu cette semaine. Je suis content, on ne s'est pas chicané. Puis j'espère qu'on ne dira pas que j'ai été méchant avec toi. Ben non. Faut dire que je me suis retenu, là, mais en tout cas. T'es jamais ça, méchant. Ça, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est un autre paire de manches. Mathias, repose-toi bien, puis reviens-nous tout en voix la semaine prochaine. Repose ta voix cette semaine.
Salut les gars. Salut tout le monde. Bonne semaine. Merci.